Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un livre qui a fait beaucoup de bruit, Face à l'obscurantisme woke, coécrit par l'historien Pierre Vermeyren. On va décrypter ensemble les arguments clés de son analyse. Alors avant même de parler du fond, il y a cette histoire assez folle autour de sa publication. Imaginez, un livre suspendu juste avant sa sortie par son propre éditeur. C'est hyper rare. Et ça pose tout de suite une question. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans pour que ça crée une telle tension? Juste pour qu'on soit bien clair, notre objectif ici, c'est vraiment de vous présenter le plus fidèlement possible l'analyse de Pierre Vermeyren telle qu'il la formule. On se base uniquement sur sa perspective et ses arguments. Allez, on plonge dedans. Première partie, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec cette publication? D'après Pierre Vermeyren, l'éditeur aurait subi une pression énorme, venant de plusieurs directions à la fois. D'abord, des critiques dans la presse et de la part d'autres intellectuels. Et puis, ça a grimpé d'un cran, avec une intervention du très prestigieux Collège de France. Et pour couronner le tout, des accusations d'agenda politique caché. Bref, un cocktail assez explosif qui, selon les auteurs, ne tenait pas la route puisque leur livre était en préparation depuis des années. Bon, maintenant qu'on a le contexte, allons au cœur du sujet. Deuxième partie, qu'est-ce qu'il entend au juste par obscurantisme woke? Pour lui, le terme est très précis. Il parle d'obscurantisme parce qu'il y voit une idéologie qui s'attaquerait frontalement à l'héritage des Lumières, c'est-à-dire à l'universalisme. Vous savez, cette idée que tous les citoyens partagent une raison et des droits communs. Et à la place, cette idéologie proposerait de fracturer la société en une multitude de communautés, chacune avec son identité propre. Concrètement, ça se traduirait comment? Eh bien, il donne plusieurs exemples. Le fait de reparler de race, la pratique de la cancel culture qui vise à effacer certaines figures du passé, ou encore une nouvelle lecture de certains symboles. Le voile, par exemple, qui ne serait plus vu comme un signe d'oppression, mais au contraire comme un outil de libération. Troisième partie. Et là, on touche à un paradoxe central dans son analyse. Est-ce que cette idéologie est un grand mouvement populaire ou plutôt une affaire d'élite? C'est là que ça devient intéressant. Selon Vermeyren, il y a une vraie contradiction. D'un côté, cette idéologie profiterait d'un certain affaiblissement intellectuel général où des slogans très simples prennent le pas sur des raisonnements plus complexes. Mais de l'autre, elle serait en fait très peu présente dans la société en général et serait au contraire pratiquée par une élite restreinte mais très influente. Ok, mais qui est cette élite et où se trouve-t-elle? Vermeyren dresse une sorte de cartographie de ces lieux de pouvoir. Certains grands médias, le sommet de grandes universités comme l'ENS ou Sciences Po, des institutions européennes et même de très grandes entreprises via leur fameux département diversité, équité et inclusion. Et sa conclusion, qu'on peut résumer avec cette citation, est assez radicale. Pour lui, ce n'est pas du tout un mouvement qui vient de la base, mais bien une idéologie poussée par les institutions elles-mêmes. Ce qui lui donne, je cite, l'allure d'une véritable idéologie d'État. D'accord, mais alors si cette idéologie vient d'en haut, d'où sort-elle historiquement? Quatrième partie, quelles seraient ses racines profondes d'après l'analyse de Vermeyren? Pour lui, il faut regarder du côté des grands traumatismes du XXe siècle. Il le décrit comme une période qui a tellement secoué la conscience européenne qu'elle a fini par provoquer une remise en question totale de la civilisation occidentale elle-même. Et de cette grande crise de conscience, il estime que 4 grandes réponses ont émergé. 1. La réponse islamiste. Le temps de l'islam est arrivé. 2. La chinoise. C'est l'heure de notre revanche. 3. La chrétienne. Il faut revenir à Dieu. Et enfin la 4e, la réponse woke. Il faut en finir avec l'Occident. Et à cette grande explication historique, il en ajoute une autre, plus sociologique. L'affaiblissement des liens traditionnels, comme la famille, créerait une société d'individus de plus en plus isolés. Et ce vide serait alors comblé par le besoin de se raccrocher à de nouvelles communautés, basées non plus sur des projets communs, mais sur l'identité, le genre, la couleur de peau, la sexualité. On arrive à la dernière partie, et c'est sans doute la plus controversée de toute son analyse. 5e point, ce qu'il appelle l'alliance improbable. L'affirmation des chocs. Selon lui, en s'attaquant à l'universalisme républicain, qu'il juge oppressif, le mouvement woke deviendrait, sans forcément le vouloir, un allié objectif d'un autre courant qui combat exactement les mêmes valeurs, l'islamisme politique. Alors, comment fonctionnerait cette alliance objective? Décortiquons le mécanisme qu'il décrit. D'un côté, il y aurait des militants qui, par critique de l'Occident, vont jusqu'à défendre le port du voile comme un acte de liberté individuelle. De l'autre, des islamistes qui, de manière très habile, reprendraient à leur compte ce vocabulaire de libre choix et d'oppression pour faire avancer leur propre agenda, qui est un agenda de séparation.
Et là, la citation est volontairement provocatrice. En reprenant l'expression historique d'idiot utile, il cherche à dépeindre une situation où des militants, qu'il considère comme naïfs, verraient leur combat et leurs mots être complètement instrumentalisés au service d'un projet qui n'est absolument pas le leur. Et on termine cette analyse sur la question finale que pose Pierre Vermeyren. Une question qui, pour lui, met en lumière une contradiction fondamentale. Si l'Occident est dépeint comme cet endroit terrible, patriarcal, raciste, comment expliquer qu'il reste la destination de rêve pour des millions de jeunes à travers le monde? C'est sur cette interrogation qu'il conclut sa réflexion.